les Paralympiques, les voyants prêtent peu attention à ça, mais quand on joue, comme on ne se voit pas, on se parle beaucoup. Nos yeux, c'est les oreilles et c'est le fait de parler. Donc il y a du silence pendant le jeu quand on joue. Vous allez voir, c'est ça qui est magnifique, c'est que les gens, ils respectent ce silence pendant le jeu. Parce qu'on a besoin d'entendre le ballon et d'entendre les coéquipiers. On va faire un petit jeu avec Maëva. Je vais faire du bruit avec le ballon et elle va mettre la main où elle l'entend. Juste pour stimuler ses sens. Parce que comme Kamel, j'interviens beaucoup dans les écoles aussi pour sensibiliser les enfants au handicap et à la tolérance et à la différence. Et je leur dis aussi, comme ce qu'a dit Kamel, ça peut toucher tout le monde, mais surtout comprendre que la vie ne s'arrête pas parce qu'on a un handicap. C'est ça qui est le plus important. Se dire, ouais, on ne voit pas, d'accord, mais on développe d'autres choses, on stimule d'autres choses. Parce que l'être humain a beaucoup de ressources en lui. Mais souvent, quand il n'est pas dos au mur, il n'a pas cette faculté de solliciter ça. Il n'est pas obligé. Un voyant, il voit ce qui est autour de lui. Mais moi, comme je ne le vois pas, je dois écouter ce qui est autour de moi. Et voir surtout les aspects positifs. Toujours positifs. Et je rejoins Kamel. Après, c'est mon regard, c'est ma manière de voir les choses. Si on propose de retrouver la vue, j'irai non. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai 31 ans. J'ai perdu la vue quand j'avais 9 ans. Je me suis tellement construit en voyant, et je me suis tellement construit après, quand j'ai perdu la vue, que la vue n'est pas un manque. La vue n'est pas un besoin. Ma sœur Eva, elle est née après que je perde la vue. J'ai jamais éprouvé le besoin de la voir. Pourquoi? Parce que pour moi, je la vois autrement. Je la touche, je l'entends, on se parle, j'ai son énergie. Donc, je n'éprouve pas le besoin de voir les autres. Parce que je les entends et parce qu'il y a une alchimie. Ce soir, par exemple, je vais au match de Paris, je ne vois pas les joueurs. À la fois, je vais pour l'ambiance du stade, mais aussi j'ai mon frère qui décrit les actions, ou j'ai une petite radio et j'écoute les commentaires. Donc, je ne sors pas du Parc des Princes en me disant, mince, j'ai pas vu le match. Je l'ai vécu à ma manière. Et c'est le plus important. Donc on fait le petit jeu avec Maëva, on va stimuler ses sens. Donc Maëva, viens. Donc je suis à côté de toi, je fais du bruit, et avec tes mains, tu vas voir que tu vas être capable d'entreprendre et oser aller au-delà de ce que tu crois être une limite. Tu mets la main où tu entends le ballon. Super. On continue. Tu vois? Encouragez Maëva, encouragez Maëva. Ouais. Bravo. Ça veut dire quoi? Maëva, maintenant elle avait le bandeau comme moi, qui ne voit pas. Mais elle a été capable de stimuler ses sens. Et moi, ce que j'aimerais, c'est pour la prochaine édition, j'aimerais bien qu'on mette en place un atelier là, et que je fasse essayer aux uns aux autres le cécile avec le bandeau, mais surtout pour pas que vous disiez je n'y arriverai pas, c'est pas intéressant, c'est pas pédagogique. C'est pas pédagogique, non. Mais par contre que vous appreniez sur les ateliers, déjà à prendre du plaisir entre vous, à vous faire des passes, à faire des tirs au but, à apprendre à repérer le but autrement, et apprendre à voir et à découvrir une autre version du football, qui reste du foot. Donc je m'engage avec Maëva, on verra pour mettre en place cet atelier et cette initiation pour que vous regardiez au-delà de ça. Parce qu'au-delà des yeux, on a plein d'informations qui nous parviennent par d'autres sens. Merci. Alors, merci, un grand merci à Yvan. Ce qui est intéressant aussi dans ce qui vient d'être développé, c'est la coordination d'une équipe. Exactement. Donc, on a bien quand même des compétences aussi managériales qui peuvent arriver quand on est sur le sport et le handicap. Donc, des compétences qui vont aider ensuite dans une entreprise. Exactement. Il faut savoir que la plupart des joueurs, par exemple au Paris FC, que vous verrez ce soir, qui sont amputés, travaillent tous. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent socialement s'y retrouver. Nous avons dans l'équipe du Paris FC 3 franco-marocains, dont un international marocain qui seront là ce soir pour vous voir, qui vont venir pour vous dire bonjour. Tous travaillent. Dont le dernier qui s'appelle Mehdi, qui a traversé la Méditerranée parce qu'il n'avait pas la possibilité de se soigner au Maroc et qui est arrivé en France, qui a bénéficié d'une prothèse à hauteur de 45 000 €. Et aujourd'hui, quand je lui dis est-ce que tu aimes la France, il me dit je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère. J'aime le Maroc comme j'aime la France. Et aujourd'hui, il travaille au KFC, il fait 30 heures, il touche 1 350 €, il envoie 750 € à sa mère à Casablanca et c'est une histoire de vie extraordinaire
Comme Ivan, nous avons tous des histoires de vie. L'argent, ce n'est rien, ce qui compte, c'est la vie. Et Ivan, je voulais te proposer quelque chose, parce que tu sais qu'au fond, je t'aime énormément. Tu serais une femme, je t'aurais pécho. Mais j'ai posé des congés. Si tu as besoin d'aide, parce qu'on part en Australie au mois de décembre et octobre, et si tu as besoin d'aide lors du Sissi Foot et pour les JO, je pourrais t'accompagner avec grand plaisir, parce que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on peut tous se dire que ça peut nous arriver. Et si ça nous arrive, ça peut toucher nos enfants, nos mères, nos pères. Nous étions à la Coupe d'Europe dernièrement, et on a vu beaucoup de personnes en grande difficulté. Vous savez, juste un sourire à une personne en situation de handicap, ça change la vie de quelqu'un. Ivan n'a pas choisi ça. C'est arrivé comme ça dans sa vie. Et on n'a pas choisi cette cause. Donc si vous, de votre côté, vous pouvez vous aider, faites-le. Parce qu'on n'est que passage sur Terre. Et on va tous finir entre ces planches. Et si on peut apporter un peu de bonheur à des personnes en difficulté, faites-le, parce que Dieu vous rendra. Merci à vous. Voilà. Merci Camille pour ce témoignage aussi émouvant. Voilà. Beaucoup de choses ressortent dans ces paroles, beaucoup de sentiments. Et donc, on le voit, travailler c'est important. Voilà, travailler c'est important, même quand on est sportif. Imaginez la suite, c'est fondamental. On le voit, il y a un carnet de travail avec ces joueurs sur la suite. Yvan nous parle des compétences développées dans son équipe. Et donc, nous avons Guillaume ici, qui a été donc champion du monde, et là il va falloir nous expliquer ce qui s'est passé. Moi je ne connaissais pas. Voilà. Et de nous dire aussi comment tu es passé à la suite, comment s'est fait la transition. Bonjour, merci. Alors moi j'ai grandi au Sénégal, parce que mes parents étaient professeurs pour la coopération. Mon père vient d'un milieu ouvrier, il a grandi à Auvers-sur-Oise. Le premier de la fratrie, on dit c'est l'enfant prodigue. Donc il a commencé très tôt, son frère aîné, à travailler avec ses mains. Le travail manuel, c'est un travail intellectuel. Il a d'ailleurs construit un très beau chalet à la montagne. Et mon père a eu de la chance parce que, comme il était bon en sport, il a pu intégrer l'équipe de France. Il a eu plus de 80 sélections d'équipe de France. Et venant d'un milieu ouvrier, il a pu accéder à l'école normale supérieure. Donc il fallait assurer le sport et les études. J'ai été élevé, excusez-moi l'expression, à la dure, puisque mes parents ont connu la guerre. Ils ont vu les Allemands qui sont arrivés en 45 ouvert pour installer la mitrailleuse, donc il ne m'a pas fait de cadeau. Et puis je reste le fils de mon père. Donc dès que j'ai fait des sélections en basket, c'était assez compliqué, j'étais toujours le fils de mon père, parce qu'il y a l'image du père qui a réussi, et puis bon, moi il fallait faire sa place. Donc grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 7 ans, ma mère jouait beaucoup au Lyon à Dakar avec Kankou Koulibaly qui a monté les premiers, pour les enfants, pour le sida, les enfants du les premiers programmes pour les enfants, et j'étais grandi vraiment à l'africaine, à Thiès. Donc à l'âge d'un mois, j'ai grandi là-bas, vous imaginez, jusqu'à 7 ans. Mon frère est né à Dakar, et ma soeur à Madagascar. Arrivé à Paris, vous imaginez le choc. J'étais avec des amis africains, je me retrouve qu'avec des habits blancs. Il y avait des grillages partout, enfin c'est le choc. Je France des moins de 16 ans, j'ai fait la sélection, malheureusement, on était 15 joueurs, j'étais de la génération Laurent Sierra, qui était champion du monde olympique. Était avec moi en meneur de jeu, pour la place de meneur de jeu. J'avais Yann Barbich et j'avais Eric Micou qui était le premier sélectionné à Georgetown, qui faisait même pas 1m80. Il est sélectionné pour les tombes dessus, vous allez voir le médecin, il dit c'est fini. Donc j'ai vu monsieur démarrer à l'INSEP. J'allais pas être un grand joueur, faut être réaliste. Pas comme mon père, mais je connaissais mes capacités. Ce qui me faisait plaisir, c'était de partir avec les copains le week-end. Ça a été depuis ce jour-là, quand on a annoncé le problème au genou, c'était le monde, ses premières grosses dépressions. Je vais faire le plein d'essence, je sors le chéquier, je ne sais même pas en quelle année on est. C'est-à-dire toute ma vie tournée autour du sport, vous savez ce que c'est. Vous vous entraînez, vous êtes une machine de guerre, et tout à coup on dit vous ne pouvez pas jouer, c'est fini. Donc je me suis quand même accroché. À l'époque, il y avait les sélections pour rentrer au bataillon de Joinville, à l'école de Joinville. Alors la naissance de l'école de Joinville, je vous l'ai fait pour 1870, première défaite contre les Allemands. On a créé l'école de Joinville, donc c'est l'héritage militaire. Et le bataillon d'Antibes, ça donnait l'école de Joinville pour former les sportifs de haut niveau et puis en même temps suivre le cursus militaire et en même temps être le week-end partir
en compétition. J'ai pas été sélectionné la première année, donc c'était encore un échec. J'ai travaillé beaucoup plus dur la seconde année pour être enfin sélectionné. De cette sélection équipe de France, j'ai gardé de merveilleux souvenirs parce qu'on était au camp Gilmer à Fontainebleau, donc j'ai reçu une formation dans le renseignement, j'ai hésité à rentrer dans les services. Et puis, le genou flingué, j'ai appris la fac. Donc, je retourne à l'université, à G, et il fallait... j'ai décidé d'être prof de sport. De là, ça a été un peu compliqué, parce que j'ai commencé mes premiers stages avec les gamins, on n'avait rien à faire. Le coup était millimétré, et je me suis dit, bon, je vais devenir chanteur. 24 ans. Alors j'ai commencé les premiers cours de théâtre, je chantais au théâtre, mes copains se moquaient de moi, et donc en gros, je vous la fais courte, ça m'a pris plus de 20 ans. Et en 2015, je fais encore une soirée dans un restaurant où je ne suis pas payé, personne ne te considère, t'as l'impression que t'es une merde, excusez-moi, et même la femme qui travaille avec moi m'a dit « Yo, tu vas continuer longtemps tes délires ?» Et je dis « Si, je vais y arriver ». Et l'année d'après, je suis invité au Palais du Kremlin en Russie, au Kremlin pour chanter devant 7000 personnes la chanson du Normandie des Mels. Comme je suis un ancien militaire, De Gaulle a lancé en novembre 42 de pilote, et je chante la chanson qui représente l'amitié entre la France et la Russie, que j'ai eu l'occasion de chanter sur l'Arc de Triomphe. Et là, ma vie, elle bascule complètement parce que vous pensez que vous êtes une sous-merde et de là. Après cette notoriété, il n'y a rien à gagner. C'est-à-dire qu'après tous ces échecs, ce ne sont que des échecs, j'ai décidé de monter une association il y a 10 ans qui s'appelle JOM. JOM, ça veut dire la dignité, c'est la première charte des droits de l'homme, c'est Sundiata Keita, l'Empire mandin. La première charte des droits de l'homme, c'est tu ne vas pas voler la femme de ton voisin. Parce qu'en France, il faut que vous sachiez qu'on n'est que des groupes ethniques, il y a au moins plus de 80 groupes ethniques. C'est comme en Afrique, comme partout. Donc, en montant cette association, je retrouve mes valeurs. C'est un petit château fort. Et donc, dans l'association, nous travaillons beaucoup sur la sensibilisation. Sur la Côte d'Ivoire, en 2025, je vais être parrain pour les enfants en situation d'inclusion. On parle beaucoup de neurodiversité, d'enfants qui ont des troubles dyslexiques. De là, j'ai rencontré mon ami Chenbe, qui est ici, dont le père a créé le premier centre de réhabilitation en Chine pour les enfants autistes. Et on a lancé il y a 1 an et demi, d'ailleurs je vais l'inviter aussi sur scène, si tu peux venir, à l'accréditation, si tu peux dire le mot, et on a conceptualisé ensemble, c'est notre bébé. La route des étoiles, c'est un enfant, c'est une étoile, et on a décidé de reprendre l'idée de la route de la soie. Donc on est parti de Chine centrale. Dans le centre de réhabilitation à Xi'an, vous avez le traitement des enfants en situation de neurodiversité sur les troubles de dyslexie qui travaillent avec de l'acupuncture, des bains. Et avec B, nous faisons de l'événementiel, sportif, culturel. Nous organisons des tables rondes. Donc je remercie Maëva parce que vous avez notre stand qui est ici là-bas. Elle va expliquer après ce que B fait en tant que designer. Et cet entrepreneuriat, c'est tous les échecs, pour répondre à ta question, que j'ai vécu. Ce ne sont que des échecs. C'est une remise en question qui est perpétuelle, qui est tous les jours. Vous voyez, mon nom est en haut, et ça veut dire le nom d'Yvan qui est en haut. Et moi, un jour, on dit les premiers seront les derniers. C'est une remise en question qui est perpétuelle. Il y a la notion aussi de codes sociaux. Moi, mon père vient d'un milieu ouvrier, je n'ai pas les codes vestimentaires, je n'ai pas les codes au niveau langage. Et on vous le fait ressentir. Quand vous allez au centre culturel russe, me dit pourquoi vous chantez ici, vous n'êtes pas russe? Oui, il y a une capacité de résilience. Voilà, de résilience. Et le premier racisme, je vais le dire, c'est le racisme de classe. Ouais. C'est pas votre couleur de peau. Vous êtes footballeur ou basketteur, tout va bien pour vous. Mais quand vous sortez du marché du travail, vous avez des problèmes ou 50 ans pour aller chercher du travail, vous avez le premier racisme, c'est le racisme de classe. Il ne faut pas oublier. Et il faut s'aimer pour aimer les autres. Et plus vous arriverez à faire obtenir aux gens ce qu'ils veulent, et plus vous-même, vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. C'est pas une question d'argent. Et c'est les racines africaines aussi qui m'ont amené à ce don. Et je remercie Maëva aussi parce que, avant tout, c'est comme le thé qu'on m'a offert ce matin, je te remercie encore, hein, merveilleux, c'est le don de soi et le don des autres. Donc cette remise, on a monté l'association et on est en train de créer une industrie créative. Je vais passer la parole parce que pour moi, la vraie entrepreneuse aujourd'hui, ce sont les femmes. Alors, surtout en Afrique. Sachant qu'à la grande conférence ce soir, elle va intervenir. Beaucoup de choses. Donc, tu peux quand même dire un mot rapidement, mais ce soir, on aura le temps vraiment de développer. Bon, merci beaucoup, je t'en prie. Okay. Juste, je voudrais dire un grand merci à Maëva. Je suis vraiment ravie et j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce que tu as fait. Organiser cet événement, c'est merveilleux, c'est pas facile. Je suis beaucoup dans l'événementiel.
je comprends toutes les difficultés, tous les challenges. Enfin, je pense que tu vas trouver tout mérite. Il y a beaucoup de sens. Et voilà, merci encore, bravo. Chichi. Merci Guillaume. Donc là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on voit qu'il y a des joueurs de foot qui partent ensuite vers l'auto-entrepreneuriat, le CCFoot notamment, d'après ce que j'ai compris, et ça va être sur du coaching sportif, par exemple, non? Oui, effectivement, il y a beaucoup de joueurs de foot au-delà du CCFoot, hein, même dans le foot classique. Je côtoie et on côtoie pas mal de footeux, notamment en France et à l'étranger. Il y en a beaucoup qui, effectivement, en sortant de leur carrière, n'ont pas forcément de projets et de débouchés, effectivement. Donc, ils créent plein de choses. Soit ils sont coachs. Il y a beaucoup de coachs maintenant, où il y a beaucoup d'entraîneurs, il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi sur le mental. Donc, il y a beaucoup de préparateurs mentaux, il y a beaucoup de préparateurs physiques. Et ils transmettent aussi les compétences acquises au travers du sport, la rigueur, on parlait tout à l'heure de respecter les horaires, pousser ses limites, ne pas avoir peur des tâches, ne pas avoir peur des fonctions attribuées, et surtout, à travers le sport, on gravit des échelons, on passe de catégorie en catégorie, on passe d'épreuve en épreuve, de compétition en compétition, donc on forge aussi son mental, et on apprend aussi à aller par échelon, step by step, et le sport aide beaucoup à ça, à aller plus loin, et aussi ne pas avoir peur de parler à d'autres, de parler d'autres langues. Le sport aussi aide à ça. On voyage beaucoup, on parle avec d'autres, être curieux. D'ailleurs, ce que disait Guillaume avec la Russie, voilà, cette envie finalement d'aller au-delà et de dépasser les frontières. Le sport n'a pas de frontières, c'est comme l'entrepreneuriat. Mais ça, Maïva, Mama Africa, c'est ce qu'elle dit. Exactement. Et à travers le foot, on rencontre des gens ou à travers le sport. Et ces personnes-là, on conserve ce réseau après la pratique sportive. C'est des personnes-là qui font X ou Y choses et on reste en lien avec et on travaille en synergie. Des gens avec qui on a tissé des liens de confiance pendant notre carrière. Aussi les partenaires, les entreprises et autres. D'accord. Alors c'est vrai que... Merci. Alors, c'est vrai que Guillaume, lui, a une carrière donc, de chanteur, ce qui est quand même assez exceptionnel. On va nous faire une chanson d'ailleurs. C'est prévu demain. Il chante demain, Guillaume. En fait, si vous voulez, le travail de chanteur, c'est comme un sportif. Un cours de chant, c'est extrêmement cher. Si vous voulez ce qu'on appelle un maître de chant, on apprend par imitation. Je payais à l'époque 60 € une heure pour avoir un prof de chant et une répétitrice au piano, ça me coûte 110 €. Et au moment où tu bouges le bec, déjà, tu écoutes. Donc j'ai eu de la chance d'avoir un premier professeur qui aimait bien ma voix et j'ai travaillé pendant des années ce qu'on appelle pour faire un instrument. C'est extrêmement complexe le chant, c'est comme la cuisine, comme tout art. Et en fait, comme c'était un monsieur qui était assez âgé, je lui faisais sa préparation physique et en échange, il me donnait des cours de chant. Je lui faisais son jardin, donc il était dans son fauteuil, moi je passais mon temps à jardiner, à ramasser les feuilles, et lui je le voyais, il jubilait un peu à l'intérieur. Je dis oui, mais je dois mériter mon heure de chant derrière, parce que ça coûte extrêmement cher, et j'ai eu la chance d'avoir des maîtres qui m'ont transmis les savoirs. Mais le respect de la hiérarchie, le respect du maître et le respect du savoir. Il y a une jeunesse, 2050 de la population, il va falloir aider les enfants à grandir, parce que comme tu as dit tout à l'heure, tu viens avec un ballon de foot ou un ballon de basket, tu viens n'importe où dans le monde, tu as un copain, tu mets un maillot, peu importe la religion et tout ça, c'est exceptionnel. Et de par ces réseaux sportifs, on va rester en contact pour quelques années. Après, il y a un copain qui t'appelle, écoute, je suis en chômage, là, ma femme vient d'accoucher, et hop, je l'appelle, tiens, t'as un boulot de veilleur de nuit, voilà, on s'entraide, il y a du réseau sur le long terme. Pendant des années, j'ai travaillé avec la fédé de basket. C'est une anecdote, on était à 100 gamins dans un gymnase, à 5 personnes, on était payés en prime d'association, j'ai fait ça pendant des années. Au moment où il fallait nous déclarer, la fédé, elle a donné ça au club, et vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai vécu ce qu'on appelle l'exploitation aussi. Je travaillais dans la restauration, j'étais voiturier, j'ai travaillé à la sécurité, le sentiment d'exploitation. Je rejoins ce que Kamel disait tout à l'heure, voilà. Effectivement. Alors, du coup, il y a un de nos panélistes que je n'ai pas encore fait parler. Voilà, Abdoulaye. Parce que Abdoulaye, lui, il est sur le fondateur, enfin, c'est le fondateur du Working Fit. Et donc là, on passe vraiment de l'autre côté. C'est-à-dire, finalement, le monde d'affaires par le sport. C'est ça, en fait. Donc, bonjour à tous, je suis Abdoulaye Sidibé. Donc nous, on est
spécialisé dans la reconversion des sportifs de haut niveau. Depuis 2017, en fait, on accompagne, alors pas que sur une seule discipline, mais sur le basket, mais sur les disciplines olympiques. On a également des compétiteurs, donc ça c'est super intéressant. Et on a deux programmes. Un programme où on va soutenir les athlètes binationaux africains sur le continent africain. D'ailleurs, on est actuellement sur 3 pays, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Et l'idée avec ce programme qui s'appelle Incuba Sport, c'est de leur donner une seconde chance après leur carrière. Et effectivement, on forme sur des métiers en lien avec la préparation physique, la préparation mentale, sur l'analyse vidéo, sur la nutrition sportive et tout ce qui va toucher le merchandising autour du sport. C'est holistique en fait comme approche, c'est très global. Alors on est très global, mais on reste sur les disciplines du sport et sur les métiers du sport et de la santé. D'accord. Et donc, quels sont les sportifs que vous voyez le plus? Quel type de sport vous voyez le plus en reconversion de ce type? Alors aujourd'hui on a les sports collectifs comme le football, le basketball, le handball, mais on a aussi des sports comme le judo, donc les sports de combat aussi. Moi j'ai la chance aussi d'avoir cette casquette de manager fédéral de la Fédération ivoirienne de boxe anglaise, mais également de conseiller du président FIBA Afrique sur la zone 2, donc on est sur 8 pays aujourd'hui, donc voilà. Mais honnêtement, on est plus sur construire le après-carrière. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, même en France, un sportif de haut niveau, donc c'est pas forcément un sportif professionnel, un sportif de haut niveau peut gagner jusqu'à 500 € par mois. Oui. Et ça, voilà, il y a toute pauvreté. Voilà, les gens, quand on parle de sport de haut niveau, on s'imagine les salaires des footballeurs, des Mbappé, etc. Mais il faut savoir que quasiment 1 sur 2, voire 1 sur 3 gagne moins de 500 € par mois ici en France. Alors imaginez-vous en Afrique ou dans les pays émergents. Alors, vers quel domaine d'activité principalement se tourne-t-il? Parce que là, on parlait du coaching sportif, mais voilà, il y a bien des domaines d'activité qui ressortent sur ces reconversions. Alors, ça va toujours tourner autour de la formation, parce qu'ils ont ce côté-là pédagogue, puisqu'ils ont pour la plupart été des praticiens, ils ont pratiqué la pratique. Donc du coup, ça devient d'excellents coachs, d'excellents instructeurs. Ils peuvent enseigner aussi la discipline en université ou à l'école, c'est ça aussi. Mais après, d'autres ont cette fibre commerciale. Donc, du coup, tout à l'heure, j'entendais, c'est beaucoup les hommes qui font les hommes. Donc, les hommes avec un grand âge, on est bien d'accord. Donc, ce sont aussi d'excellents commerciaux. Et donc, ils sont très prisés dans le management aussi. Parce que voilà, on les trouve vraiment dans beaucoup de stress. Et ça devient d'excellents aussi entrepreneurs. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi, je joue meneur de jeu au basket, donc il y a le coach qui donne les consignes. Le jeu au basket, c'est-à-dire que vous avez une équipe, mais il y a un instant T, limité de lieu, de temps et d'action. C'est-à-dire qu'un match de basket, il peut durer 2-3 heures. Et en fonction de l'humeur du jour des camarades, ils vont peut-être pas être aussi bons que la veille. Et donc il faut avoir une sensibilité, c'est pareil pour tous les joueurs sur le terrain. On dit dans la relation au basket, c'est comme une chorale. Vous avez ce qui est très important, ou comme en musique, si vous faites l'analogie. On parle de trinité. Il faut un point intérieur. C'est comme en musique, il faut une très bonne basse. D'accord? Basse, batterie, c'est comme un pivot au basket. C'est un point d'ancrage dans votre système. Il faut un très bon meneur de jeu qui puisse changer en fonction de ça. Et on parle des liens, etc. Pareil, quand vous allez dans les chorales, on parle des basses, des voix graves qui maintiennent la chorale, des voix aiguës. Et après, vous avez toute la gestion humaine. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut développer votre sensibilité. Parce que vous avez beaucoup de personnes en face de vous, parfois, qui ont des craintes de développer des systèmes. Et il faut sentir la personne avec qui vous parlez, l'écouter, savoir ce qu'elle a besoin pour répondre à ses attentes. Et souvent, excusez-moi, il y a du misunderstanding. Moi, je fais beaucoup de consulting maintenant. Je suis parti en Corée du Sud récemment. Ce n'est pas du tout la même culture. J'ai visité 20 sociétés en une semaine, je dormais 2 heures par nuit, c'est, excusez-moi l'expression, des fous furieux. Et j'essaie de comprendre la culture de l'ami qui m'invite et comment je peux mettre en valeur son projet. C'est tout le temps de l'adaptabilité et du sentiment. On est toujours dans du sentiment. Et comme disait notre ami tout à l'heure, toutes les relations que vous allez faire dans le sport, c'est la pérennité. J'ai travaillé aussi aux États-Unis, je travaillais à Las Vegas, on a monté une soirée pour les enfants autistes. Je vous donne un exemple que vous pouvez reprendre. Rendez-vous, on dit tiens, on va faire une soirée caritative pour les enfants contre cancer. On est 5 au départ. Rendez-vous vendredi prochain, on est vendredi, vous ramenez 4 personnes chacun ou 3 minimum, avec une bouteille.
Donc on est 5, vous multipliez par 4, pas 3, le rendez-vous d'après. Le rendez-vous d'après, chaque personne que vous avez amené ramène aussi 3 à 4 personnes, avec une bouteille. Au bout de 5 rendez-vous, notre événement il était monté, on a eu plus de 300 personnes, ça a été un carton plein, on a récolté de l'argent, j'avais de l'ambassadeur, même à la femme de chambre, excusez-moi, à Las Vegas, Madame Pipi ou Monsieur Pipi, que j'ai invité parce que je savais qu'elle avait des réseaux, et je respecte autant la personne qui est en bas, qui est en haut. C'est juste de la communication, et notre événement a réussi. Pourquoi? C'est de démultiplier les forces. C'est-à-dire que si vous avez ce point d'ancrage, j'en parlais tout à l'heure, avec un secteur intérieur des gens de confiance, vous appuyez sur eux. Le problème et la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est le savoir. Et le savoir, c'est le pouvoir. Donc vous allez vous confronter, même dans votre gestion de l'entreprise, il faut trouver les bons copains, les bons partenaires pour avoir un bon gérant. Moi, je suis président de l'association, c'est très compliqué parce qu'on est regardé un peu à la loupe. 1 euro, c'est 1 euro, on est à but non. Et souvent, ces amis ont appris par l'erreur. Voilà. C'est que tout à l'heure, on parlait d'entrepreneuriat. C'est même Ivan qui a dit être micro-entrepreneur, ça peut être une solution après la carrière. Et c'est la raison pour laquelle on a créé le premier incubateur sur les métiers du sport en Afrique. Ça, c'est intéressant. Sport. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, ça s'appelle Incubasport. On permet à des anciens athlètes et sportifs de pouvoir rebondir, de gagner suffisamment leur vie, d'apprendre un nouveau métier, de monter en compétence sur des outils, parce qu'il ne faut pas oublier la formation. En fait, la formation, c'est tout au long de sa vie, et même après la carrière, c'est encore plus important. Alors,